Joanne Leduc a écrit le livre La souffrance des envahis. Vous allez excuser de mes petits papiers roses, là, c'est des endroits à noter que je voudrais bien qu'on lise pendant l'émission. Mais La souffrance des envahis, c'est un livre qui nous raconte le quotidien d'une mère avec ses enfants autistes, d'un père aussi qui est là, qui est encore là. T'es chanceuse qu'ils soient encore là? Oui, c'est quasiment exceptionnel. Mais t'es chanceux qu'ils soient encore là. Je devrais dire, vous êtes chanceux d'être encore ensemble. Oui, c'est pas évident de rester en couple. Il y a 75 des parents qui se séparent là, suite à un diagnostic. Donc, à deux, ça augmente encore plus que ça. C'est très difficile parce que, bon, on se chicane pour des stupidités souvent dans un couple, hein, mais il y a des gens des fois qui m'ont demandé comment vous faites pour rester ensemble, mais on est tellement en mode survie, je pense que c'est ça qui fait la différence. On peut pas s'ostiner sur des niaiseries parce qu'on est en mode survie. S'il y a un ouragan qui tombe sur votre maison, vous direz pas à votre mari, en tenant les enfants, « Ah, en passant, t'as même pas sorti poubelle hier. » C'est la priorité, c'est de sauver les enfants puis de sortir de la maison. Donc, c'est un peu ça, je pense, qui fait que on se maintient comme sur un mode survie et on sauve la famille, on sauve le couple. Là. Ah oui, puis vous vous sauvez vous-même aussi, on en parlera tantôt. Parle-moi un peu de la découverte de l'autisme de Simon, qui est le plus âgé, qui a 10 ans aujourd'hui. Oui, il a 10 ans, oui. Simon, ça a été plus long parce que, en fait, en 2005, lui est né en 2002. Donc, à partir de 2003, je trouvais qu'il y avait des choses qui... mais c'était notre premier enfant, puis en 2003, on n'en entendait pas parler comme aujourd'hui. Donc, le mot autisme, jamais il m'est venu à l'idée à ce moment-là. Mais je sentais qu'il y avait des choses qui étaient, bon, pas tout à fait normales. Par exemple, il pouvait rester très, très longtemps à focusser sur des petits livres d'enfants. Il demandait jamais à manger. Puis, il y a beaucoup de feeling de mère avec Simon au début. Je suis pas capable d'expliquer, mais je me disais, il est pas comme les autres. Bon, il est peut-être extrêmement spécial. Ça se peut. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas... il y a de quoi qui clochait. Mais je n'étais vraiment pas capable de le dire. Puis plusieurs fois, je suis allée voir le pédiatre. Et à chaque fois, elle me disait, bien, c'est un petit gars moteur parce qu'il ne parlait pas. Donc, elle disait, il est plutôt moteur que verbal, probablement. Quand tu dis qu'il ne parlait pas, Joanne, pas du tout. Tu veux dire que il ne disait pas de mots ou il ne communiquait pas avec des... Il ne disait pas de mots à l'âge où il aurait dû commencer à répéter des sons, sans nécessairement avoir un dialogue de phrases, bon, à 1 an, là. Il ne répétait pas notre mot. En fait, il n'y a pas d'échange. Maintenant, avec le recul, quand je regarde des vidéos de mon fils plus jeune, c'est évident. C'est évident parce que je suis avertie. Mais à cette époque-là, pas du tout. Mais il y avait des choses qui étaient étranges. On pouvait jouer avec lui comme une marionnette. Si je riais, il riait pas. Il n'y avait aucun échange. Un enfant à bas âge, si tu ris, il rit. C'est inné, c'est l'instinct. Et après, bon, quand l'évolution grandit, il faut qu'il se retourne quand tu le nommes. C'est l'instinct, c'est la base. On se retourne quand on entend notre nom, même si on sait que ce n'est pas à nous qu'on s'adresse. Et ça, il ne le faisait pas. Fait que la première étape, c'est se demander s'il entend bien. Parce qu'à l'âge où ça arrive, donc on fait tout le même processus. On va voir il nous envoie pour les oreilles. Mais c'est long, mais c'est ça. Là, finalement, les oreilles, ce qu'elle me dit, c'est oui, il entend très bien, mais c'est lui qui ne décode pas ce que tu es en train de lui demander. Fait que là, ça devenait plus mental. Là, on a commencé à avoir peur. Et un jour, bon, il dansait souvent comme ça, mais il dansait, donc ça... Puis moi, j'ai pas les signes précurseurs, là, j'ai aucune idée c'est quoi l'autisme. Oui. Et puis, à un moment donné, il était vraiment content, puis c'était comme ça. Puis là, j'ai fait, non, ça, c'est de la déficience intellectuelle. Moi, dans ma tête, c'était classé déficience intellectuelle profonde qu'un enfant qui se brasse comme ça. Mais il y avait plein de choses. En fait, c'était toujours des petits détails. Sur ton site web, puis on le met à l'écran de temps à autre, c'est lasouffrancedesenvahis.com, finalement. Tu nous donnes 11 signes précurseurs. Oui, c'est ça. Hein? Et puis ceux-là en sont... Parce que le plus tôt qu'on peut le découvrir, le plus tôt qu'on peut commencer à traiter de la situation. À avoir des services. À avoir des services. Parce que là, ce qui arrive, ben, le profil clé maintenant, ce qui arrive, c'est qu'ils diagnostiquent plus aussi rapidement. Ils ne veulent pas aller trop vite dans le diagnostic. Moi, c'était le contraire, ils allaient vite un peu. Oui? Maintenant, ils veulent être sûrs de leur coût, donc ça retarde. Avant que le parent s'en rende vraiment compte, il y a 1 an, 2 ans d'attente pour avoir une évaluation. Un coup qu'on a, bon, la certitude que oui, c'est un TED ou un autisme, mais là, c'est 1 an, 2 ans avant d'avoir des services. Arrive quoi, l'enfant à 6 ans, puis à 6 ans, le CRDI débarque?
Puis, Il n'y en a pas de service. C'est comme ça ici aussi. Malgré que non, c'était pas vrai. En Ontario, toi, tu es au Québec. Oui, c'est ça. En Ontario, il y a quand même des écoles. On les accepte à l'école, mais ça dépend du Non, niveau. on accepte à l'école, sauf que le service du centre de réadaptation, lui, il débarque à l'âge de 6 ans. Donc, mais ça arrive à peu près à coïncidence, fait que les gens n'ont plus de service. Puis si on n'intervient pas avant 4 ans, là, faut intervenir le plus tôt possible. C'est ça. Faut vraiment comprendre c'est quoi, parce que chaque enfant a besoin d'une intervention. Ça peut être très différent. Moi, mes 2 enfants sont complètement opposés. Rémi, de son côté, lui, OK, finissons avec Simon. Simon n'a jamais encore communiqué verbalement. Non, c'est quelques mots ici et là. Simon, c'est drôle parce que un jour, j'ai suivi la formation avec Mme Harrison, la formation SACAD. Elle, ce qu'elle m'a fait comprendre, c'est que Simon, c'est comme un aveugle. Sa perception est très, très fine. Ce qu'il décode dans ce qu'il voit est très fin. C'est comme de regarder à travers une paille. Donc, il a développé beaucoup son oreille, un peu comme un aveugle. Fait que lui, s'il est dans sa chambre, puis je dis « Simon, voiture », il descend. Mon plus jeune, c'est le contraire. Son œil, il s'est ouvert, tout ça. Donc, lui, la parole est arrivée, mais lui, il faut le considérer comme un sourd. C'est-à-dire que lui, si on lui parle, ça passe pas. Il faut tout dessiner, il faut tout faire, il faut tout mettre sur papier pour qu'il décode parce qu'il voit en image. Donc, avec Rémi, le plus jeune, les pictogrammes, la méthode pictogramme, ça fonctionne. Bien, il est rendu au-delà de ça maintenant parce qu'il peut s'exprimer. Il s'exprime bien depuis l'âge de... Bien, il a commencé à parler à 3 ans et demi. Maintenant, il fait des progrès. Toujours, c'est fait que ça a été vite. Maintenant, je peux simplement écrire le mot vu qu'il le lit. Il ne faut pas rester collé au pictogramme parce que ces enfants-là évoluent. Il faut évoluer avec eux. Et dès qu'ils savent lire, on met le mot et le pictogramme. Et dès qu'ils savent vraiment très bien lire, ben, on fait juste écrire le mot. Puis avec Simon, qu'est-ce que tu fais pour communiquer avec lui? Bien, lui, c'est des pictogrammes, mais c'est même des fois des photos pour être certain qu'il comprenne. Puis c'est lui, il faut qu'il touche l'image parce que si on le fait pour lui, on a un risque qu'il n'a pas vraiment saisi ce qu'on va lui demander. Mais c'est un enfant qui est extrêmement angoissé et on le serait à moins parce qu'il se fait bardasser d'un côté comme de l'autre sans jamais nécessairement savoir ce qui s'en vient. Même si on y met, qu'est-ce qu'il comprend dans tout ça, on n'a jamais la certitude que c'est vraiment acquis. Là. Comme supposons qu'on s'en va chez grand-maman, bien, on y montre. Ça, c'est clair parce qu'il est déjà allé, c'est un peu dans son vécu, ça va. Mais si on l'amène à l'hôpital, là, c'est un problème. On l'amène à l'hôpital, il peut être après ça une semaine à plus vouloir rentrer dans la voiture. Ben, il veut pas manger, il refuse de manger. Non, il y a des gros problèmes. Et qu'est-ce qui est triste de Simon, c'est que est-ce qu'il s'automutile encore? C'est toujours à risque. C'est toujours à risque. Comme là, il a fait une amygdalite dernièrement, il avait recommencé. Donc, quand il souffre, tu dis en quelque part dans le livre, est-ce qu'il souffre, mon fils? Est-ce que... Non, je ne sais pas. Tu ne sais pas? C'est ne pas savoir avec Simon qu'on n'était plus capable. C'est de ne pas savoir ce qui se passe dans sa tête. Jamais savoir. Est-ce qu'il a mal? Est-ce qu'il a faim? Est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il est juste en colère parce qu'il est en préadolescence? Est-ce qu'il est fâché parce que je lui ai dit non il y a une demi-heure? Mais il ne peut pas être en préadolescence quand il se mutilé. Non, pas à ces âges-là, mais maintenant, je parlais. Maintenant, on a cette question-là qui rentre. Puis bon, il devient de plus en plus en colère quand il n'est pas capable de s'exprimer parce que son cerveau évolue quand même. C'est un enfant extrêmement intelligent. Il s'est même développé des trucs de communication lui-même. Donc, on ne peut pas être niaiseux puis faire ça, là. C'est fou. Donc, parce que lui, c'est une question de survie. Donc, il s'est trouvé des trucs, il s'est trouvé des mots pour s'exprimer à son niveau. Mais supposons qu'il se fait mal, mais ça nous a pris du temps à le décoder. Mais quand il fait clic, 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 ça veut dire j'ai mal en quelque part. Un coup qu'on comprend ça, bien là, s'il fait ça, mais là, où? On n'est pas rendu encore à où j'ai mal. Mais là, il faut lui faire montrer où. Mais même lui, il ne décode pas extrêmement bien son corps. Parce que dans le livre, à un moment donné, tu dis, ben, il peut s'être fait mal à l'épaule, il va se frapper, il va se frotter ailleurs. Oui, c'est ça. Parce que ce qui est important de comprendre, c'est que le corps peut avoir faim, peut avoir soif, peut avoir chaud, mais la tête ne le sait pas. Donc, il n'y a rien qui marche. C'est cette partie-là qui m'a vraiment touchée et qui ressort beaucoup dans les exemples que tu dis. C'est comme s'il y a un manque de communication à l'intérieur de la personne. Oui, ça part de là. C'est pour ça que je dis la définition qu'on donne, elle est donnée de notre côté, à nous autres qui regardent une situation. Ah, il y a des comportements inappropriés, il n'est pas capable de communiquer. Mais c'est pas ça. C'est à l'intérieur de la personne, il y a quelque chose qui on ne cherche pas à savoir pourquoi il y a un comportement inapproprié. On s'en va à la pause. On vient tout de suite rester avec nous.